Tu vois, la Rolex, la Porsche, etc., c'est cool. Mais plus tard, quand l'achat de l'un ou de l'autre te met pas du tout en danger. Quand c'est comme si t'allais acheter une baguette de pain pour toi. Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans le nouvel épisode du Money Circle Talks, c'est Anthony et comme d'habitude, c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Le Money Circle Talks c'est quoi? C'est un podcast qui parle d'investissement, d'argent et de plein d'autres choses et on fait tout ça dans la joie et dans la bonne humeur, tout ça avec l'objectif de péter des plafonds de verre et surtout d'atteindre le fucking million, ok? Les amis, j'espère que vous avez la forme, que vous avez la pêche. Bon, après avoir évolué pas mal au sein de tout ce qui est investissement et d'argent en général, j'ai, il me semble, acquis une compétence essentielle. C'est quoi, vous allez me dire? Arrête de faire tirer de suspense. Je pense que c'est la capacité à identifier les signes qui vont influer ou pas sur la réussite financière. Aujourd'hui, dans l'épisode du jour, je vais vous partager avec un immense plaisir 4 éléments qui ont tendance à déterminer si vous vous portez bien financièrement. Et je vais vous expliquer à quel point ces 4 aspects sont fiables et surtout comment vous faire pour vous maintenir sur cette bonne voie, sur cette voie sacrée, comme dirait l'autre. Mais avant ça, les amis, je vous en prie, prenez 5 minutes de votre précieux temps pour aller noter ce podcast. Un petit commentaire pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez également partager ce podcast à vos amis, à la famille, à votre grand-mère. Peu importe les amis. Mais faites grandir la communauté. Le fait de ne pas partager ce podcast, je pense que ça devrait être puni de prison. Ou au minimum d'une petite amende de 90 €. Je pense. Bon les amis, je vais vous poser tout de suite une petite question. Est-ce que vous jouez le bon jeu? Vous voyez, il y a 2 types de jeux auxquels on peut jouer pour évaluer notre succès financier. Et l'une des principales raisons pour laquelle certaines personnes se sentent en décalage sur le plan financier, c'est qu'elles jouent au mauvais jeu. En fait, il s'agit du jeu du statut, où on s'efforce de se comparer et surtout, on essaye souvent de surpasser les autres. Et en fait, pour gagner au jeu du statut, ça exige quoi? Ça exige... un peu de mal. Ça exige de rabaisser quelqu'un d'autre. Et c'est pourquoi il est préférable d'éviter ce type de compétition dans la vie, parce que ça peut engendrer en fait une forte je vais pas y arriver aujourd'hui. Une forte compétitivité et même, voire de la colère. Parce qu'en étant constamment en compétition, dans le but de rechercher à dévaloriser les autres, pour se valoriser soi-même, ça mène à rien, d'accord? Et le jeu du statut, il se base sur des critères externes comme la taille de votre maison, la marque de vos chaussures, votre voiture, etc., etc. Et juste, pas très loin, tu vois, moi dans ma famille, j'ai une personne, quand je vous dis ça, j'ai une vie. J'espère qu'il n'écoute pas ce podcast. Quand je vous raconte ça, j'ai une personne dans ma famille qui me vient à l'esprit, qui est tout le temps dans la comparaison, etc., etc. Et avec les réseaux sociaux, tout ça, tu vois, j'en parle même pas, parce que c'est devenu un merdier pas possible. Maintenant, pour imaginer un peu la chose, imaginons que j'achète une Porsche. Est-ce que ça va renforcer mon statut? Enfin, ça va renforcer mon statut uniquement si personne d'autre n'a une Porsche. Maintenant, si tout le monde achète une Porsche, tout le monde a une Porsche dans son garage, est-ce que ça va m'aider à quoi que ce soit? Ça va pas m'aider à grimper les échelons. Et par conséquent, en fait, il est plus avisé de se référer à sa propre progression et sa propre situation, plutôt que de se mesurer en fonction des autres. Et en fait, le dilemme, il est là, il réside dans le fait que dès qu'on se lance dans ce jeu de comparaison, en interne, ces comparaisons constantes avec les accomplissements des autres entraînent un état de... comment dire, t'es pas confortable, tu vois, un état de nervosité perpétuelle. Tu vois, c'est comme si quelqu'un devait perdre pour que quelqu'un d'autre puisse gagner.
Et il y a une phrase clé que j'ai retenue dans le livre de Millionaire Next Door, qui souligne que la richesse ne se réduit pas simplement à gagner un bon revenu. Si vous gagnez un revenu élevé chaque année, mais que vous dépensez tout, votre richesse réelle, en réalité, elle ne s'accumule pas et t'es à zéro. Vous vivez simplement avec un niveau de vie élevé. Ce qui m'amène au deuxième jeu auquel vous pouvez participer, c'est le jeu de la richesse. Et le jeu de la richesse, il ne se limite pas à ce qui est visible aux yeux de tous. Personnellement, tu vois, je suis confortable, tu vois, financièrement, ça va, je suis à l'aise. Mais je roule dans une Opel Astra. J'ai un petit appartement sympathique, mais c'est pas le grand luxe. J'ai aucune fringue de marque. De toute façon, j'aime pas trop ça, tu vois. Et bah voilà quoi. En fait, le jeu de la richesse, il se concentre sur tout ce qui se passe en coulisses. Ça va inclure l'argent que vous avez en banque, l'argent investi dans des actifs, le ou les business que vous tentez de bâtir, à côté de votre travail par exemple, etc. Et ça englobe également les dépenses que vous faites sur vous-même pour votre développement personnel. Et en fait, toutes ces actions, elles ont un impact positif sur votre investissement. Et elles peuvent, en fin de compte, vous offrir la liberté et le pouvoir de vivre selon vos propres conditions. Et en fait, la clé, elle est là. Elle réside dans la réalisation que le succès financier, en réalité, ne repose pas sur le jeu des statuts. C'est pas parce que... Moi, je connais des gens, ils ont des grosses voitures, ils sont fauchés. Ils sont fauchés. Et une fois que vous avez compris ça, une fois que vous réalisez que vos accomplissements financiers sont probablement bien meilleurs que ce que vous pensiez initialement, c'est jackpot. Et le jeu du statut n'est en réalité qu'une bande-annonce. Il va mettre en avant les moments forts, tout en négligeant le reste. On a déjà tous vu une bande-annonce qui a envoyé du sale. Tu dis, ah ouais, ce film, ça va être une tuerie. Et puis quand tu regardes le film, en fait, ils avaient mis tous les petits points juteux dans la bande-annonce, et au final, tu t'es retrouvé avec un film tout pourrave. Et ouais. Et donc, ça m'amène à mon deuxième point. Comment déterminer combien vous devriez gagner? Et la réponse, elle réside dans une question fondamentale. De combien avez-vous réellement besoin pour mener la vie que vous désirez? Plutôt que de vous laisser guider par des comparaisons futiles et externes, concentrez-vous sur vos besoins et sur vos aspirations personnelles. Financièrement, on a tendance à nous situer en observant les salaires moyens. Ok, en France, le salaire moyen, il me semble que c'est... en plus, j'ai vu la stat la semaine dernière parce que j'ai fait une vidéo sur YouTube. C'est 2400, 2500 il me semble. Donc ça va faire à peu près du 30 000 euros annuel. Le salaire moyen aux États-Unis, c'est 60 000 $. Et pourtant, la réalité, c'est que ces chiffres, en réalité, ils ont peu d'impact sur notre perception de nous-mêmes. Il y a des recherches qui ont été faites qui montrent que ce sont en fait nos amis et nos pairs qui vont influer davantage notre évaluation personnelle de notre situation, plutôt que la société dans son ensemble. Et c'est logique. Tu vas plutôt te comparer à ton cercle proche plutôt qu'à des personnes que tu ne connais pas. Si dans ton cercle d'amis, tout le monde gagne 5 000 euros par mois et que toi, tu es à 1 200, tu vas te comparer à eux. C'est humain, d'accord? Et ça nous amène à aborder le concept d'aversion à la perte. Psychologiquement, la douleur de perdre est 2 fois plus intense que le plaisir de gagner. Par exemple, tu marches dans la rue, tranquille, et bam, tu trouves une centaine d'euros par terre. Ça va te procurer une grande joie. Par contre, perdre, c'est toi qui as perdu tes 100 balles. C'est toi qui tu marchais dans la rue, t'as fait tomber ton petit billet de 100. Là, je peux te dire que tu vas avoir les nerfs. Limite, tu vas rentrer chez toi avec la larme à l'œil, tu vois. Et donc, cette perte, alors que c'est la même somme que tu aurais gagnée, elle va te causer une douleur bien plus forte que si tu les aurais retrouvées.
Et ce concept, il peut s'appliquer à nos revenus. Si on gagne plus que nos amis ou collègues, on va pouvoir ressentir une satisfaction, tu vois. On est content, c'est cool. Mais ça va s'estomper rapidement. À un moment, voilà, tu passes à autre chose. Par contre, d'un autre côté, si tu gagnes moins que tes amis, ça aura un impact bien plus important sur ton bonheur et tu seras moins satisfait de l'argent que tu as actuellement, tu vois. Et il est possible de surpasser 99% des personnes qui nous entourent. Mais s'il y a une seule personne dans notre cercle proche qui fait mieux que nous, ça peut ébranler notre perception de notre propre succès. Et le pire, c'est que nous sommes souvent piégés psychologiquement dans un cercle infini. T'es toujours mécontent. À mesure que tu progresses et que tu gagnes davantage, tu vas te comparer à celle des autres. Tu vas te comparer à la réussite de celle des autres. Et tu vas toujours créer un benchmark qui va augmenter au fur et à mesure pour quantifier ton évaluation. Maintenant, ça peut être cool, hein. Ça peut être cool. Et c'est souvent, si tu le fais dans l'objectif de progresser, c'est jackpot parce que les gens vont te tirer vers le haut. Par contre, si tu le fais vraiment juste par jalousie, etc., pas terrible. C'est clairement pas terrible. Maintenant, on va voir la règle suivante. Mais d'abord, cette règle, en fait, elle repose sur 3 principes fondamentaux. Avant d'entrer dans des actions concrètes que vous pouvez faire, etc., on va prendre un petit moment quand même pour comprendre ces principes. Il y a 3 principes fondamentaux pour bien gérer les choses. Le premier des 3 principes, ça consiste à être pleinement conscient de votre relation avec l'argent. Ça implique de connaître votre santé financière, de connaître votre revenu, de connaître vos dépenses, et puis de trouver des moyens d'ajuster votre mode de vie en fonction de vos objectifs. En d'autres termes, les amis, il faut soit augmenter vos revenus, soit réduire vos dépenses, de manière à ce qu'il vous reste suffisamment d'argent pour épargner ou pour investir. Et vous pouvez utiliser, peu importe ce que vous voulez, un outil de suivi pour avoir une vue détaillée de votre situation financière. Je peux même vous proposer, si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un petit message, je peux même vous proposer un petit tracker de vos dépenses. Et en fait, ça va vous permettre de plonger profondément dans chaque catégorie de votre vie et vous aider à être pleinement conscient de votre relation avec l'argent qui est essentielle. Parce que tu peux, sans te rendre compte, dépenser. Tu n'as pas l'impression de dépenser. Tu vois, moi je connais des gens qui... Tu leur dis, ouais, mais tu vois bien que là, il y a un souci. Il y a un souci, tu mets pas de côté, Et la personne, elle te dit, ouais, mais j'achète rien. Je comprends pas, j'achète rien. Et puis quand tu regardes précisément, bah tu te rends compte qu'effectivement, elle achète pas des grosses choses, mais elle achète beaucoup de petites choses qui vont coûter 10 euros par-ci, 5 euros par-là, 30 euros, etc. Elle achète rien de très onéreux, tu vois, elle t'achète pas un iPad à 600, 700 balles. Je sais même pas si je sais même pas c'est quoi les prix des iPads en parlant de ça. Mais elle achète pas des grosses sommes, elle achète pas des trucs qui coûtent vraiment beaucoup d'argent d'un coup. Mais par contre, elle achète plein de petits trucs. Et vas-y, j'achète ça, 10 euros, 20 euros, etc., etc. Et le fait de mettre en place un tracker pour traquer ses dépenses, ça peut être vraiment quelque chose d'utile. Le deuxième principe fondamental, c'est d'avoir un petit tampon d'urgence. C'est une somme spécifique que tu vas économiser, sur laquelle tu vas pouvoir compter en cas d'imprévu. Avoir un fonds d'urgence vous place déjà en avance sur la majorité de la population. Dites-vous, 40% des personnes en France n'ont même pas un mois de frais de survie, en réserve, en cas de problème, en cas de perte de revenus, en cas de perte d'emploi. C'est quand même terrible. Et alors, j'ai pas trouvé une stat française, mais j'ai trouvé une stat aux US. Alors après, je sais pas si on peut vraiment comparer les US avec la France, mais 39% des Américains pourraient couvrir une dépense imprévue de $1000. 39%. Donc, même si vous commencez avec l'équivalent d'un mois, faites.
vous vous trouverez déjà dans une bien meilleure position que la plupart des gens. Et le troisième principe, les amis, c'est quelque chose qui est plus facile à dire qu'à faire, d'accord? Surtout compte tenu de la situation actuelle, mais c'est d'éviter la dette ou d'avoir une dette qu'on peut gérer. Ça signifie pas seulement d'éviter d'utiliser des crédits, etc. pour acheter des choses dont tu n'as pas besoin, mais surtout aussi d'éviter de vous retrouver dans une situation où vous avez recours à l'endettement pour payer vos factures. Ça, c'est terrible. C'est terrible. En France, il me semble que j'ai vu la stat, c'était il y a à peu près 20 000 euros de dette, la moyenne, 20 000 euros de dette, sans compter les prêts pour de l'immobilier, d'accord? Sans compter le prêt pour votre résidence principale, etc., etc. Et les crédits conso, les crédits voitures, comment dire, les sommes que tu peux débloquer, genre Sofinco, tout ça, ça devient n'importe quoi. C'est accessible tellement facilement. Tu vois des pubs partout, c'est dingue. Mais si vous êtes en mesure d'économiser une partie de votre revenu, si vous êtes en mesure de disposer d'un fonds d'urgence en cas de problème, de régler vos factures sans devoir recourir à un prêt, ou quand je parle de dette, je parle bien sûr aussi du compromis. Du compromis, putain, j'ai dit vraiment n'importe quoi aujourd'hui. Du découvert bancaire que vous pouvez avoir sur votre compte. Et donc, si vous arrivez à faire tout ça, dites-vous que vous êtes en avance sur la majorité des gens. Maintenant, une aversion aux pertes, c'est souvent quelque chose qui est présent, tu vois, c'est pour ça que la règle que je m'apprête à vous dire, les amis, elle est essentielle. C'est primordial à appliquer, c'est d'avoir un objectif clair. Allez, à vous, tu t'attendais à un truc de ouf. Eh non, mais en réalité, les amis, lorsqu'on examine la perspective d'un individu par opposition à celle de la société dans son ensemble, il y a une citation qui peut résonner particulièrement. Si vous changez la façon dont vous regardez les choses que vous regardez changent. Et c'est la vérité. Tu vois, quand j'ai travaillé pour écrire ce podcast, et en voyant un peu aussi mes propres expériences, j'ai réalisé que l'idée centrale qui se dégage de notre perception de notre réussite, elle est fortement influencée par les attentes et par les comparaisons de la société. La société met l'accent sur le style de vie, luxueux, somptueux, tout plein de choses en eux, et le classement extérieur, les réussites financières. Mais en réalité, si on repense notre succès à travers notre propre perspective en tant qu'individu, plutôt que selon les normes de la société, une toute nouvelle vision peut émerger. Et c'est notamment aussi le mouvement des frugalistes, sans vraiment aller à l'extrême. Mais ces gens-là ont une vision de vie totalement différente de la société. Et cette approche, elle va nous libérer de la pression des comparaisons, de nous affranchir des attentes extérieures. Et il y a Warren Buffett qui avait parlé de vivre selon un tableau de bord intérieur, qui va vous permettre d'éviter le jeu qu'on a parlé au tout début, le jeu des statuts. Et en adoptant cette attitude, on va pouvoir répondre à une question fondamentale. Est-ce que tu préfères être perçu comme le meilleur dans le monde tout en étant conscient que tu ne l'es pas réellement? Ou alors, tu préfères être perçu comme moins performant socialement auprès des gens, tout en sachant par contre que tu es au sommet de ton jeu? Et donc, ces 4 principes que je vous ai cités juste avant, ils ont tendance à influer notre réussite financière, à déterminer qui nous sommes. Est-ce que nous sommes sur la bonne voie? Est-ce que on dévie un petit peu de notre trajectoire, etc., etc. Donc les amis, pour conclure cet épisode, je reprendrai le jeu du statut. Le jeu du statut, je pense que ça n'a jamais mené quelqu'un réellement à la richesse. Le jeu du statut, tu peux commencer à y jouer quand tu as les bases,
quand tu as des bases solides. Tu vois, la Rolex, la Porsche, etc., c'est cool. Mais plus tard, quand l'achat de l'un ou de l'autre te met pas du tout en danger. Quand c'est comme si t'allais acheter une baguette de pain pour toi. Là, c'est ok, il n'y a pas de problème. Tu peux commencer à jouer au jeu du statut plus tard. Mais par contre, jouer à ce jeu dès le début, à vouloir en mettre plein les yeux à tout le monde, je peux peut-être me tromper, hein, mais je pense que ça va vous mener nulle part. Nulle part, à part une vie où vous allez toujours faire plus, parce que ta voiture a 3 ans, du coup elle est plus toute neuve, du coup il faut en racheter, mais t'as pas l'argent donc tu vas faire un crédit, etc. 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 Les amis, c'est la fin de cet épisode. Si vous avez apprécié cet épisode de podcast, n'hésitez pas à le partager avec ceux qui pourraient se sentir concernés, ceux qui se sentent en décalage au niveau financier et qui ont besoin d'une petite piqûre de rappel. De toute façon, je vous rassure, ça fait de mal à personne. Donc n'hésitez pas à partager, mettez-moi le petit commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify, ça fait toujours plaisir. Moi, dans tous les cas, les amis, je vous souhaite plein de bonnes choses. N'oubliez pas, 1% chaque jour. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine dans le Money Circle Talks. Ciao, ciao, ciao!